في بنادم في بلاده محجون لا حق الضايع يجري مقهور فرطته يطير يحرق ماشي للنور ناس أحلى ما بدها تفت في البابور. Halima Boumedienne-Thierry, en effet, ancienne députée européenne, ancienne sénatrice également, et j'ai été membre d'Europe Écologie Les Verts, à l'époque où les Verts, enfin Europe Écologie Les Verts n'existait pas parce que c'était seulement les Verts. Et j'y suis restée pendant une quinzaine d'années, mais je vais en parler autour de mon intervention également. Et j'ai quitté Europe Écologie Les Verts en septembre, enfin ça a commencé déjà à avoir de l'eau dans le gaz à partir du mois de juin, juillet et puis en septembre définitivement, mais j'en parlerai, voilà, pour me présenter. Alors aujourd'hui, on me demande d'intervenir sur la question de la politique, en fait, les questions politiques et les choix politiques qui vont se présenter à nous dans quelques mois et comment on va, quel comportement on va adopter, bien que je suis convaincue qu'il n'y a pas de vote musulman, et tant mieux, et d'autre part qu'il n'y a pas de règles qui soient bonnes pour vous ou pour moi de manière identique. Chacun a son histoire, chacun a ses objectifs, chacun a également ses préoccupations. Je pense seulement qu'il y a peut-être parmi nous quelques dénominateurs communs, minimum, et ces dénominateurs communs font pour moi ma grille de lecture. Parmi cette grille de lecture, j'ai plusieurs questions qui ne sont pas forcément des questions liées directement, on va dire, aux communautés, mais qui sont des questions qui, en effet, interpellent notre communauté en tant que citoyens, tout simplement, parce que nous sommes des citoyens, des citoyennes de ce pays. La première question, c'est en effet la politique de l'immigration. Politique de l'immigration en général, d'ailleurs, politique de l'immigration, politique du contrôle, politique également d'asile, mais surtout cette politique des flux migratoires qui enrichissent ou qui devraient enrichir notre pays et qui n'est pas conçue de cette manière. À chaque fois que les partis politiques parlent de l'immigration, on s'aperçoit malheureusement, et en particulier ces derniers temps avec le pouvoir UMP, que l'on parle, que les politiques souvent jouent la carte de la diversité. En fait, ce terme diversité commence à m'énerver, autant qu'il m'a énervé à une époque le terme intégration, comme je ne supporte pas le terme beurre. Je veux dire, ce sont des termes qui en fait sont utilisés. Tout à l'heure, Pierre était là, il aurait pu le dire, les mots ont un sens et parfois le sens fait peur. Et donc ce sont des termes qui sont simplement utilisés pour mieux masquer, pour mieux avancer, pour peut-être mieux également faire passer la pilule, comme on dirait. Et lorsque l'on parle de diversité, en fait, c'est parce qu'on refuse de voir la réalité en face, que cette diversité, c'est simplement la différence, l'acceptation de notre différence, l'acceptation de cette différence, de cet enrichissement, de cette, on va dire même peut-être pour faire diversion par rapport à une altérité qui existe. Et je crois que c'est important de dire aujourd'hui que nous n'acceptons plus de jouer ce jeu de la carte de la diversité. Parce que nous sommes des citoyens, des citoyennes de ce pays, au même titre, on s'appelle Fatima, Catherine, Angela ou n'importe quel prénom, nous sommes des citoyens, des citoyennes de ce pays, avec notre diversité, avec ou sans foulard, avec ou sans, bottes ou n'importe quoi, on s'en fout, on est des citoyens et des citoyennes de ce pays. Nous refusons l'assignation à résidence. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, quand on nous parle de diversité, on nous assigne à résidence. On doit obligatoirement se reconnaître à travers une Fadela Amara, à travers une Rachida Dati, à travers des références qu'on nous impose. Moi, je regrette, je n'ai pas la même histoire, et même si j'ai en partie peut-être certainement des histoires ou des morceaux d'histoire communes, on n'a certainement pas les mêmes préoccupations et on n'a certainement pas les mêmes ambitions.
Moi qui ai été parlementaire, je peux vous dire que j'en ai marre d'entendre des soi-disant représentants du peuple, donc nos représentants, hein, puisque les représentants du peuple, ce sont nos représentants, nous parler d'égalité des chances pour éviter de parler de l'égalité des droits. Ça suffit. Je veux dire, l'égalité des chances, on sait très bien que malheureusement, quand on vient d'un milieu ouvrier, on n'aura certainement pas la même égalité des chances que le fils de l'ambassadeur, même s'il s'appelle Mohamed, comme mon frère. Je veux dire, ça ne change rien. Alors, arrêtons de parler de l'égalité des chances. D'autant plus que l'égalité des chances, très souvent, ça a été un fourre-tout pour nous permettre d'oublier ce qu'était l'égalité des droits. Et je crois que sans l'égalité des droits, on n'a aucune chance d'y arriver. Donc c'est bien l'égalité des droits qu'il faut réaffirmer de manière ferme et de manière radicale. Lorsque l'on prend certains exemples sur les questions de politique de l'immigration, on parle par exemple, prenons nos parents. C'est à la mode aujourd'hui de parler du droit de mémoire et du devoir de mémoire de parents qui ont servi ce pays, qui se sont battus. Bien sûr, on a fait beaucoup de promotions autour du film sur les indigènes, on a beaucoup parlé, mais on oublie de dire la réalité. Nos parents n'ont toujours pas l'égalité du droit politique et des droits de vote. Et pourtant, ça fait des années qu'il nous a été promis. Nos parents n'ont toujours même pas le droit à certaines pensions. Quelle a été la pension qui a été revalorisée et qui a été décristallisée? C'était ce qu'on a appelé pendant longtemps la pension du sang. Celui qui était blessé et qui a eu le droit puisqu'il a été blessé. Mais celui qui a servi ne se retrouve pas, je dirais, avec la même pension que les autres. Celui qui a travaillé dans les usines pendant 30, 40, 50, 60 ans, comme nos pères, je veux dire, aujourd'hui, lorsqu'ils veulent partir faire des allers-retours, lorsque, grâce à Dieu, ils sont encore vivants, et qu'ils veulent faire des allers-retours dans leur pays, on les embête. Ils n'ont pas le droit de s'absenter plus de 3 mois, plus de 4 mois. On leur enlève l'APL, on leur retire le droit à la sécurité sociale, on leur refuse de prendre des traitements médicaux plus de 2 mois à l'avance. Ils sont sans arrêt, je veux dire harcelés, parce que justement, il n'y a pas cette égalité des droits. C'est bien une question d'égalité des droits. Est-ce qu'on va demander à un retraité français, lorsqu'il décide d'aller passer sa retraite à Marrakech, parce qu'il y en a, je veux dire, ils ont le versement total de leur retraite, sans réévaluation. Vous imaginez, même si ici ils n'ont que 2 000 €, là-bas ça leur fait plus de 20 000 dirhams. Ils vivent comme des pachas. Ils ont bonnes chauffeurs et villas. Et nous, quand nos parents veulent rentrer, ils n'ont même pas le droit d'obtenir leurs 2 000 € parce qu'il est réévalué au pouvoir d'achat. Mais c'est tout à fait inacceptable. La politique de l'immigration aujourd'hui est une politique coloniale. Ce débat sur l'immigration, on le fait poser sur celui de l'identité nationale. D'ailleurs, la première chose qu'a fait Sarkozy, d'ailleurs en arrivant au pouvoir, a été de créer un ministère de l'immigration et de l'identité nationale, pour bien montrer que l'immigration était un danger pour notre identité nationale. Et ces questions sont des questions qui me semblent tellement flagrantes qu'on ne peut pas les ignorer. Aujourd'hui, bien sûr, l'immigration ne peut être que l'étranger musulman, ne peut être que celui qui arrive avec une civilisation qui est une sous-civilisation, si on les entend bien, et qui arrive bien sûr pour mettre en danger ce qui faisait ou qui devrait refaire la force de la France. Peut-on continuer à accepter ce genre de discours? C'est un discours colonial, rien d'autre. Le premier problème de l'immigration, le premier problème qui a été posé et présenté comme problème de l'immigration, pour Sarkozy, a été de faire l'amalgame avec la question religieuse. Je vous rappellerai par exemple en 2005, quand il y a eu des émeutes, Sarkozy a appelé des représentants musulmans pour demander de faire des fatwas anti-émeutes. Oui, je vous assure que ça existe. Je veux dire, on a, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire, donné un caractère religieux à des problèmes sociaux.
Nous avons eu, entre 2002, où Sarkozy arrive comme ministre de l'Intérieur, et 2012, en 10 ans, moi j'ai fait 11 ans de parlementarisme à cette époque, je peux vous assurer, nous avons eu 12 lois sur l'immigration, plus d'une par an, ou plus d'une par an, 12 lois modifiant l'ordonnance de 45, qui était l'ordonnance, la première ordonnance, qui avait organisé de manière un peu légale l'immigration. 12 lois. On ne se rend pas compte. Eh bien, je vais vous dire une chose. À travers ces lois, c'est quoi? Pour ça, je dis la question de l'immigration ne nous regarde pas nous. C'est une question qui est posée à la société française. À travers la question de l'immigration, la question de l'immigration, on a posé le problème de la liberté du mariage. Je regrette. Je veux dire, la question de la liberté du mariage, c'est une question qui regarde toute la société française, tous les citoyens, y compris franco-français. Et la question du mariage, on a commencé à penser, bien sûr, le mariage blanc. On nous a même inventé le mariage gris. On a eu le droit à tout. On a eu la question sur les fichiers. On a eu la question sur l'OPSI et le contrôle de l'identité. Alors là, on a pratiquement presque légitimé, après des grands débats, parce que ça c'est la technique, hein. On débat, c'est-à-dire que dès le départ, on lance une forme de débat, celui sur l'identité nationale a été un exemple, et après on légitime et on légalise par des lois. On légalise un discours raciste, un discours complètement, je veux dire, discriminatoire, tout simplement. En 2004, la loi sur le foulard, première fois qu'une loi qui énomme des principes, qui sont des principes fondamentaux de nos libertés, allait permettre d'exclure, de discriminer. J'ai jamais vu, moi, des lois qui allaient permettre à des principes qui sont des principes fondamentaux, qui sont des valeurs, je veux dire, que l'on porte de manière positive, aller exclure. Bien sûr, au nom des femmes, comme par hasard. Au nom de l'émancipation des femmes. Tiens, c'est marrant, c'est un discours qu'on a déjà entendu. J'avais entendu, il y a une époque, à mon époque, on allait bien intégrer les populations grâce à ces femmes qui allaient se marier avec des Français. Et donc, automatiquement, par le lit, on allait intégrer. Ben aujourd'hui, comme on a vu que ça n'a pas marché, pas en tout cas comme on voulait, eh bien, on va exclure de l'école. Et alors, il y a une chose qui est quand même incroyable, je veux dire, c'est que la question de la laïcité a permis à des féministes d'exclure d'autres femmes au nom de ces principes. Alors, moi j'ai des copines féministes qui me disent, c'est marrant, quand j'ai mené mon combat pour le féminisme et l'égalité des femmes, dans les mouvements MLF, on ne parlait pas de la laïcité. On ne savait même pas ce que c'était. La laïcité, oui, elle existait, c'est tout. Mais jamais on l'a utilisée. Et on a mené un combat contre le patriarcat. Et aujourd'hui, ces féministes, d'un seul coup, se rendent compte qu'il y a un combat pour la laïcité. Je veux dire, et là, on est en plein dans la contradiction. Et puis on nous invente un principe de laïcité positive, de laïcité à géométrie variable. On oublie que la laïcité, c'est une loi de liberté. C'est une loi qui permet à tous et à toutes dans ce pays de vivre librement sa croyance ou sa non-croyance, quelle que soit cette croyance. Et c'est une loi qui permet non pas la neutralité, non, elle permet à chacun d'être traité de la même manière. C'est l'égalité de traitement. Et là, malheureusement, on se retrouve face à un dilemme parce qu'on a deux partis qui s'approprient le débat, l'UMP et le Front National. Les autres, on ne les entend pas. Ils ont un peu peur, ils ne voudraient surtout pas que le débat arrive sur la place publique, parce que alors là, on serait bien emmerdé, on ne sait pas ce qu'on ferait. Ça me rappelle un jour, dans un couloir au Parlement, lorsqu'on était en train de
faire voter une loi sur les questions d'immigration. J'ai entendu un de mes collègues socialistes dire « on ne va rien dire, hein, parce qu'ils font le travail pour nous ». Il y a tout le débat sur la dangerosité, sur l'identité nationale, qui voudrait nous faire croire que nous sommes non intégrables, pour reprendre leurs termes, non assimilables, et ils nous font passer des lois liberticides sous couvert de la lutte contre l'immigration, sous couvert de la lutte contre l'intégrisme, sous couvert de la lutte pour sauvegarder cette identité. Mais en fait, ce sont des lois liberticides. Ce sont des lois qui portent atteinte à toutes les libertés fondamentales de tous les citoyens et de toutes les citoyennes de ce pays, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur croyance. Aujourd'hui, le bouc émissaire visible, c'est nous. Mais la véritable victime de ce débat, c'est toute la société. Je crois que c'est en cela que nous devons nous battre et surtout pas laisser passer. Et puis aujourd'hui, on a, je ne parlerai pas de l'UMP, j'en ai assez parlé, quand on regarde à gauche ce qui se passe, on entend, j'ai réécouté ce matin pour me le remettre en mémoire, le discours de Martine Aubry, lorsqu'il y a eu la rencontre sur la laïcité à l'Assemblée nationale. Alors, elle parle de l'héritage laïque républicain pour permettre à tous les enfants de la République de se rappeler qu'ils sont enfants de la République. Ouais, je me rappelle qu'Abdelmalek Sayed avait dit que nous étions les enfants illégitimes de la République. Et oui, et ça a un sens. Elle a dit également, nous devons mettre en œuvre beaucoup plus de tolérance dans ce pays. Vous vous rendez compte ? Tolérance. Ça prouve bien que l'histoire coloniale n'est pas terminée. C'est elle qui a le pouvoir de nous dire si on a le droit ou pas le droit. La tolérance, c'est ça. La tolérance, c'est pas l'égalité des droits. La tolérance, c'est qu'on a un chef en haut qui a les droits de nous tolérer ou de ne pas nous tolérer. On a quelqu'un qui a le droit de dire « vous avez le droit de vivre ainsi, vous n'aurez pas le droit de vivre ainsi ». C'est ce qu'il y a de plus affreux, la tolérance. Nous, nous voulons l'égalité, le respect, nous ne voulons pas la tolérance. Et parler ainsi, c'est avoir un discours colonial, je le regrette. Et là, une fois de plus, nous ne pouvons pas laisser passer. Nous ne pouvons pas l'accepter. La gauche, en fait, est divisée. Quand on commence à parler d'islam, de laïcité, elle est mal à l'aise. Et ce qui lui fait surtout peur, c'est que demain, ce débat soit amené sur la place publique. Alors, menons ce débat sur la place publique. Mettez-le au pied du mur. Obligeons-les à prendre des positions claires et nettes. Pendant 15 ans, j'étais dans un parti politique parce qu'on m'a dit, quand j'étais militante associative, il faut s'engager politiquement. Il faut prendre sa place politiquement dans les partis. Il faut faire bouger les partis. Alors je suis rentrée dans un parti. Je dois avouer que ce n'était pas le pire, loin de là. Même si j'ai quitté aujourd'hui les Verts, ce n'était pas le pire. Ça pourrait être peut-être même le meilleur. Mais malheureusement, ça n'a pas été exactement ce qu'on voulait. Parce que les combats, on les a menés, et certains et certaines ici le savent. Que ce soit sur la question de l'islam ou de la laïcité, il a fallu mener des combats, parce qu'on avait nous aussi, nos féministes laïcardes pures et dures. Que ce soit sur les questions internationales et de solidarité internationale, en particulier sur la Palestine, il a fallu mener des combats. Que ce soit sur d'autres questions concernant tout simplement la reconnaissance des différentes religions, et en particulier de l'islam, et bien là aussi, il y avait des combats à mener. On les a menés. On a réussi à faire bouger les marges. Je reconnais qu'on a réussi à faire bouger les marges. Mais à un moment donné, quand on va trop loin, eh bien, on gêne. On finit en tout cas par gêner. Alors, lorsque le parti va vers une alliance et qu'il commence à négocier une alliance avec un futur parti au pouvoir, on lui fait des dictats.
Et ce parti accepte les dictats, parce qu'il y a des postes, parce qu'il y a des intérêts, parce qu'il y a de l'argent en jeu. Il y a des moyens. Et oui, il ne faut pas croire, hein, dans les partis politiques, il y a aussi ça. Malheureusement, il y a aussi ça. Alors, quand il a fallu négocier avec le Parti socialiste, vous en avez une là qui fait un peu trop de bruit. Elle parle peut-être un peu trop de certaines choses. Alors, on est prêt à faire un accord avec vous. Et je le tiens de responsables socialistes, qui par ailleurs sont des copains, qui me disent, voilà, c'était l'accord sans toi. Sinon, ce n'était pas l'accord. L'accord a eu lieu et j'ai claqué la porte parce que je ne suis pas à vendre. Alors on nous dit souvent la question de la Palestine. Mais pourquoi? On est en France, hein? C'est déjà beaucoup de se battre pour le combat de la France et de nos égalités, et de l'égalité ici et toutes les discriminations qu'on vit ici. Ce qu'on a l'air d'oublier, ce que nous vivons ici, c'est une histoire coloniale qui se répète ailleurs, que nos valeurs n'ont pas de frontières, nos valeurs ne s'arrêtent pas aux frontières de l'Hexagone. Les valeurs vont beaucoup plus loin. On ne peut pas aujourd'hui ici, et ça a été le grand combat que j'ai mené contre SOS Racisme à l'époque, mener le combat contre l'apartheid et pour l'égalité des droits ici en France et oublier qu'il y a l'apartheid en Israël et que les Palestiniens vivent encore dans une prison à ciel ouvert. On ne peut pas oublier que la dignité d'un homme et d'une femme de vivre dans la liberté et dans ses droits, c'est la même qu'elle soit à Paris ou à Jérusalem. Parce que l'esprit colonial, l'esprit de la domination reste le même, qu'il soit ici, Nanterre, Argenteuil ou bien ailleurs. Vous le savez, nos députés et nos sénateurs votent en ce qui concerne les relations internationales des accords. Comment peut-on accepter un accord d'association avec un pays qui pratique l'apartheid? Comment peut-on accepter un accord d'association et de partenariat et envoyer de l'argent et des technologies à un pays qui produit des bombes ou qui utilise des armes interdites sur une population, quelle qu'elle soit? Comment peut-on accepter qu'un député ou un sénateur vote, les yeux fermés, des relations amicales, normales, avec un pays comme Israël au nom d'une histoire? Bien sûr que je condamne ce qui s'est passé dans l'histoire du génocide, mais je refuse qu'aujourd'hui, on continue à prendre cette excuse pour opprimer, tuer, violenter, assassiner un peuple. Comment aujourd'hui nos parlementaires se permettent sans cesse, dans des débats, dans notre Parlement, de remettre dos à dos Israël et Palestine, remettre sur le même plan dominé et dominant, colonisé et colonisateur. C'est inacceptable. On ne met pas sur le même plan le criminel et la victime. Comment peut-on accepter que des hommes et des femmes qui aujourd'hui se battent pour mener ce combat pour l'égalité se retrouvent dans les tribunaux alors que Israël est protégé par nos politiques? Oui, la question palestinienne est la question qui doit aussi faire partie de la grille de lecture qui demain vous mènera à l'élection. On continue de parler de la sécurité d'Israël alors que l'on sait très bien, et tout le monde le sait, que le comportement d'Israël met en danger notre sécurité. Alors oui, nous devons continuer à nous battre et nous devons nous positionner demain pour des élections. Alors c'est clair, aucun parti politique n'arrive à répondre à nos attentes. Aucun parti politique n'a le courage aujourd'hui de répondre à ces questions. Aucun parti politique aujourd'hui, et malheureusement je le regrette, pendant 15 ans je me suis battue dans un parti et j'espérais qu'il ait ce courage. Et c'est la mort dans l'âme, presque la larme aux yeux, que je l'ai quitté. Parce que j'y ai mis beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, je n'ai qu'un seul conseil. Nous devons nous prendre en main.
tous les jeunes de ce pays et les moins jeunes de ce pays, tous ceux qui aujourd'hui se sentent exclus, discriminés, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur couleur, qu'ils s'appellent Daniel, David ou François, ou Mohamed et Fatima, nous devons créer aujourd'hui un nouveau parti politique pour une nouvelle république, une république plus juste. Et c'est l'objectif que je me suis donné. Avec plusieurs amis, nous avons commencé à mener ce projet. On s'est réunis à plusieurs reprises, à Paris, à Créteil, à Montpellier la semaine dernière. On a écrit les statuts, on est en train d'écrire la charte. Et dans quelques semaines, nous aurons un nom qui sera choisi, communiqué, et nous le lancerons sur la scène publique. Pour tous les citoyens et les citoyennes de ce pays. Ce parti n'a un seul objectif, le combat pour la justice et l'égalité des droits de tous et de toutes. Alors oui, ce n'est pas une association. Non, non. Bien sûr qu'on travaille dans le mouvement associatif. Nous avons besoin des associations. Mais c'est un engagement politique qui va nous mener du militantisme à l'engagement politique. Du militantisme collectif à un engagement politique personnel. Parce que quand on va dans un parti politique, c'est un individu, c'est une personne qui va, ce n'est pas une association. Et je demanderai à chacun et chacune qui demain auront envie de s'engager dans ce parti, de ne pas venir avec son association, de venir avec un seul combat, celui pour l'égalité et la justice, en tant qu'individu, pour que ce pays soit demain le pays dont nous serons fiers, parce que nous sentirons que nous y appartenons pleinement, dans le respect de tous et de toutes, et qui répond à nos questions, que ce soit pour l'école, le logement, la santé, toutes les questions sont des questions qui nous appartiennent. Merci.